Cette semaine à TVL Info, en manchette, l'éolien se prépare à Forestville. Le journal sera distribué par la Poste. Les secondes comptent pour Éric Robichaud. Le potentiel éolien de la Haute-Côte-Nord est reconnu, mais le réseau électrique n'a pas les reins assez solides pour accueillir un tel projet présentement. Hydro-Québec remédie à la situation par la construction de 2 nouveaux postes au nord de Forestville. Voici mon reportage. Même s'il n'y a pas de projet confirmé pour une nouvelle source d'énergie renouvelable dans le secteur, comme l'assure la conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, Andréane Jean, la société d'État doit prendre les devants. La première étape, mentionne la porte-parole, est de faire évoluer le réseau pour lui permettre d'éventuellement intégrer de nouveaux mégawatts. Aujourd'hui, c'est chose impossible pour le réseau électrique. Hydro-Québec prépare donc la phase 1 pour permettre au réseau d'être prêt à intégrer une nouvelle source d'énergie renouvelable. Même si des rumeurs circulent à l'effet qu'un projet éolien s'en vient au nord de Forestville, Andréane Jean l'affirme haut et fort. Il n'y a pas de projet, de partenariat ou de modèle confirmé, mais il y a un potentiel de vent connu dans le secteur de la Haute-Côte-Nord, dévoile-t-elle. Le projet, qui comprend 2 nouveaux postes électriques, soit un poste de transformation à 735-315 kV et un poste de sectionnement à 315 kV, ainsi que des lignes de raccordement au réseau existant, en est à ses balbutiements. Leur mise en service est prévue pour 2030 selon l'échéancier déterminé par Hydro-Québec. Le projet s'inscrit dans un contexte de croissance énergétique du Québec. Hydro-Québec a déjà plusieurs projets et appels d'offres en cours qui vont répondre à une partie de cette croissance énergétique-là pour les années 2027, 2028 et 2029. Donc, pour certains projets structurants, il peut s'écouler plusieurs années entre le moment où le besoin est identifié et la mise en service du projet. Donc, c'est pour ça qu'on doit commencer la planification dès maintenant pour être sûr que le réseau de transport soit prêt à accueillir des nouvelles sources d'énergie à l'horizon 2030. Le début des travaux pour les postes et les lignes est prévu pour 2027. Pour ce qui est des travaux préparatoires, Hydro-Québec a identifié l'année 2026. Mathieu Labbé, ingénieur dans l'équipe conception du réseau principal, explique pourquoi ces 2 nouveaux postes sont importants pour l'avenir du réseau de la Haute-Côte-Nord. Donc, si on regarde plus attentivement le réseau de transport de la Haute-Côte-Nord, on remarque certaines lignes à 735 kV en mauve et certaines lignes à 315 kV en vert. On voit aussi la localisation des centrales de Berzimis 1 et de Berzimis 2. La ligne en vert à l'ouest de la centrale Berzimis 1, ça représente en réalité 4 circuits de transport à 315 kV. Il y a une zone de proximité entre le réseau à 735 kV et le réseau à 315 kV. Par contre, il n'y a pas de chemin électrique entre les 2 niveaux de tension. Donc, la production des centrales Berzimis 1 et Berzimis 2 est acheminée via le réseau 315 kV seulement vers le sud. Les lignes à 315 kV qui transportent la puissance des centrales Berzimis 1 et Berzimis 2 sont à pleine capacité actuellement. Donc, l'idée est de rajouter un poste de transformation à 735 et 315 kV qui permettra à l'énergie de transiter vers le réseau à 735 kV. Depuis le lancement du projet l'an dernier, les responsables sont allés à la rencontre des organismes du milieu, soit le secteur municipal et les utilisateurs du territoire, ZEC et pourvoirie, afin de présenter le projet. On écoute Hélène Perrault, chef de projet, divulguer les étapes à venir. On lance actuellement les premières consultations sur le projet avec les communautés d'accueil, puis on va amorcer les études techniques et environnementales qui nous conduiront à aller sur le terrain pour réaliser des inventaires et des relevés afin de bien connaître le territoire. Les communautés seront consultées à chacune des étapes, l'objectif étant de préciser au fil des mois les emplacements de postes et les tracés de lignes qui sont les plus prometteurs. Une fois l'avant-projet complété, nous devrons obtenir les autorisations gouvernementales pour procéder à la réalisation des travaux de construction. Donc, une fois les permis obtenus, on peut se mobiliser au terrain puis réaliser les travaux, ce qui s'échelonnerait dans ce cas-ci sur une période d'environ 3 ans. Les coûts du projet ne sont pas encore estimés par Hydro-Québec. En termes d'emploi, les chiffres ne sont pas fixés non plus, mais de belles opportunités seront créées pour les citoyens et entreprises de la région. Les nouveaux postes électriques ne comprendront pas de bureau permanent. Des employés le visiteront régulièrement pour leur exploitation. Joanie Godreau, à Forestville. Les 3 hebdomadaires de la Côte-Nord faisant partie du groupe de presse Les Éditions Nordiques amorcent une ère de changement. Ils modernisent leur distribution et revitalisent leur image de marque.
À partir du 1er mai, le Nord-Côtier, le Manic et le Haute-Côte-Nord seront distribués de Tadoussac à Kaigashka par Post Canada. Ce changement stratégique de leur réseau de distribution vise à améliorer l'accessibilité des journaux pour les lecteurs en assurant une livraison fiable et efficace dans toute la région. Les éditions nordiques croient fermement que ce partenariat avec Post Canada renforcera ses liens avec la communauté et permettra à un plus grand nombre de personnes de profiter de nos contenus de qualité. Ce n'est pas seulement la méthode de distribution qui évolue. Les éditions nordiques saisissent cette opportunité pour moderniser leur image de marque et revoir le format de leurs hebdomadaires. Un design rafraîchi sera proposé aux lecteurs et les contenus demeureront pertinents et captivants selon l'entreprise. Pour le propriétaire de l'entreprise de presse, Simon Brisson, il s'agit d'un nouveau chapitre dans l'histoire des hebdomadaires de la Côte-Nord qui se veut le fruit de mois de réflexion, d'innovation et de collaboration. M. Brisson remercie d'ailleurs les lecteurs, annonceurs et partenaires pour leur soutien indéfectible. Rappelons que les publications nord-côtières informent la population depuis les années 1980. Le Forestvilleois Éric Robichaud a apprécié son expérience sur le plateau de l'émission Chaque seconde compte. Le 25 mars, il était dans nos téléviseurs et tentait de remporter une somme d'argent accompagné de 3 autres joueurs inconnus avant la partie. Voici le reportage de Véronique Lévesque. Ce soir, plus que jamais, chaque seconde compte! Je m'appelle Éric, j'ai 38 ans, je suis représentant des ventes et je demeure à Forestville sur la Côte-Nord. J'ai pas fait 7 heures de route pour partir les mains vides, ça c'est sûr et certain. C'est quoi du titre? Let's go, là. Bon, ben, regarde. Comment t'as vécu ton expérience à chaque seconde compte? C'était vraiment le fun. C'était plaisant. Ce que vous avez vu à la TV, j'espère que ça a reflété un peu ce que nous autres on a eu. Le tournage a été fait en octobre. Fait que de octobre à mars, ben, j'étais tenu au silence radio. Fallait pas que j'en parle trop. On s'entend, je suis pas allé là. Ben, je voulais ramener de l'argent, mais j'ai ramené ce que j'ai ramené. Julie a eu des super bons commentaires sur moi pendant tout le show. Elle venait me voir et elle disait Eric, c'est vraiment bon ce que tu fais, lâche pas. Puis écoute, la question que je me suis planté, c'est elle qui a fait mal, puis c'est elle qui a fait que on a perdu quand même pas mal d'argent. Tu sais, les deux questions en fait là, que j'ai l'idée un petit peu plus, mais tu sais, à la fin, je pense que le montage a fait que j'ai bien paru. Tu sais, même Julie, puis là, on l'a pas vu à TV dans le montage, mais Julie, durant la période où on a déterminé le 10 de 60-30, elle me dit c'est mature ce que j'ai fait comme décision de dire hey, j'ai été le moins bon de la gang, m'a prendre le 10, puis tu sais, puis dans ce moment-là, tu as quand même été capable de l'aider, tu sais. Fait que faut avouer ses torts, faut avouer ses erreurs quand on les fait. C'est un gros plateau, c'est Julie Snyder, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais elle a été super pro. Dès notre arrivée, on a été séparés. Fait que ce que vous avez vu à la TV, que quand on rentre sur le set, là, sur le plateau, bon, les participants s'étaient pas vus, on était indépendants, chacun dans des loges différentes. Julie nous avait rencontrés. Puis ça a été une journée où on est arrivé à 12h30 à peu près, puis on est sorti à 7h le soir. Fait que ça a été un gros tournage. On était la première émission, la première émission qui a été tournée, c'est la nôtre. Fait que il y a eu des petits bugs techniques, mais somme toute, ça a bien été. Puis quand on a sorti dans le fond après le tournage, ben la deuxième équipe pour le deuxième show arrivait. Fait que Julie, après le show, on l'a quasiment pas vu. Ça a été merci. Puis elle a été se préparer pour faire le deuxième enregistrement. Mais somme toute, c'est une belle expérience. Puis je n'ai profité. C'est des gros plateaux comme ça, ben c'est rare qu'on en fait. Fait que non, je suis bien content de l'expérience. Ça a vraiment été une belle expérience. C'est la seule chose, c'est que j'ai pas été capable de ramasser assez de sous pour pouvoir partager ça puis donner à l'association des enfants malentendants du Québec. C'était le but un peu d'aller ramasser ça. Puis c'est le fun parce que on n'a pas joué la carte. Le show est monté de façon de pas aller chercher la sympathie, qui irait chercher de la pitié, un peu comme qu'on aime un peu moins d'autres jeux ou d'autres situation, mais c'est sûr qu'à la fin, si je ramassais un montant qui était fun, ben ça aurait été là, Mais bon, 139$, j'ai foulé le pick-up, on est allé souper mon paysan, puis on est revenu à la maison. Ben un gros merci. Yes, merci. On était bien contents de te voir. Ben, c'était fun. Yes. Salut! Plus le temps avance et plus le mirage de la réforme complète de l'assurance-emploi s'évapore aux yeux de Lynne Sirois, directrice d'Action Chômage Côte-Nord. C'est pourquoi un court sondage a été lancé pour évaluer les besoins et les opinions des travailleurs saisonniers de toute la région.
L'organisme veut savoir s'il continue avec ses revendications et s'il demande encore les mêmes changements. Lynne Sirois assure que la participation des travailleurs saisonniers est très bonne jusqu'à maintenant. Elle croit que le sondage donnera une bonne idée de ce que les gens qu'elle représente demandent. Cette dernière multiplie les activités de représentation, sensibilisation et d'éducation auprès de la population. Les différents groupes et organismes, dont Action Chômage Côte-Nord, qui sont allés cogner au bureau du ministre fédéral de l'Emploi, Randy Boissonneau, le 28 février à Gatineau, se sont fait dire qu'il n'y aurait pas de réforme de l'assurance-emploi. Selon Mme Sirois, le ministre a mentionné qu'il n'y aurait pas de réforme. Le gouvernement met le pied sur la pédale de frein à cause du Parti conservateur qui prend beaucoup d'espace et qui grimpe en popularité dans les sondages, croit-elle. La directrice assure que le ministre comprenait les problématiques, mais que pour le moment, toute volonté de réforme en profondeur de l'assurance-emploi a été écartée par le gouvernement. Lynne Sirois n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Elle continuera à mettre de la pression sur les élus fédéraux. La municipalité de Portneuf-sur-Mer entreprend une action préventive et décide de déplacer 2 de ses 4 yourtes au sommet de la falaise pour les relocaliser. Menacées par l'érosion, les 2 yourtes demeureront toutefois dans le secteur, dévoile Jean-Maurice Tremblay, maire de la municipalité de Portneuf-sur-Mer. Il restera à déterminer l'emplacement exact des yourtes à la suite d'études de sol, mais l'élu assure qu'elles seront ouvertes pour la période estivale en même temps que le camping de la municipalité. Des cycles de réchauffement des eaux du fleuve ont été observés sur le territoire portneuvois, ce qui a mené au fil des années à des glissements de terrain à différents endroits sur la côte. Jean-Maurice Tremblay révèle toutefois que le déplacement des yourtes se fait dans une logique préventive pour s'assurer que l'érosion des berges ne vienne pas les affecter. Ce dernier atteste qu'il n'y a pas de danger imminent, mais que l'administration municipale désire sécuriser le site. La municipalité a choisi de se tourner du côté de la MRC pour la suite avec une demande de subvention dans un programme qui reste à déterminer. L'entrepreneur choisi au terme du processus d'appel d'offres pourra préparer le terrain en vue du déménagement. Après le 3e et dernier championnat régional de la saison, les gymnastes du club de gymnastique L'Envol de Forestville se préparent au Challenge des régions qui se tiendra à Varennes du 16 au 18 mai. La sélection pour les qualifications n'est pas encore conclue, mais le club regroupant des athlètes de toute la Haute-Côte-Nord est déjà assuré d'y avoir des représentantes. Celles qui ont terminé dans le top 3 au total des appareils ont déjà obtenu leur laissez-passer. C'est le cas de Mélodie Bouchard, Emma Tremblay et Eva Léonard. D'ailleurs, la dernière compétition pour les gymnastes de la Côte-Nord, qui avait lieu au stade Médard-Soucy de Bécomo les 23 et 24 mars, a permis de couronner les meilleurs athlètes de chaque catégorie pour 2023-2024. Le club L'Envol a vu 2 de ses gymnastes recevoir un trophée, soit Mélodie Bouchard, R5 13-14 ans, et Emma Tremblay, R5 15 ans et plus. Il a aussi été l'occasion de remettre les trophées de la saison dernière à Eva Léonard et Kellyanne Tremblay. L'entraîneuse Nancy Terrien se dit très fière de ces gymnastes qui ont offert de belles performances tout au long de la saison, qui se terminera le 22 mai pour les athlètes du circuit compétitif. D'ici là, elles s'entraîneront pour le Challenge des régions et accueilleront également une compétition régionale de trampoline et de tumbling pour la première fois le 13 avril. Fidèle à son habitude, le club de gymnastique local a fait le plein de médailles lors du 3e événement régional. Les 15 gymnastes des catégories R4 et R5 ont rapporté 31 médailles ainsi que 37 rubans. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Toute l'équipe de la télévision du Littoral vous souhaite une joyeuse Pâques.